Vous écoutez Scribo Confulgure, le podcast, épisode 2. Bienvenue sur Scribo Confulgure, le podcast des passionnés de science-fiction, science fantasy et fantasy. Ici on parle lecture, écriture et création de nouveaux univers. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que l'épisode 1 de Scribo Confulgure, le podcast, vous a plu. Dans cet épisode, on avait parlé de Sam, un personnage qui vit en harmonie avec son environnement et qui a une illusion de contrôle sur cet environnement, jusqu'à ce qu'un élément perturbateur vienne menacer cet équilibre. On a effleuré les éléments de la construction du personnage, et dans cet épisode 2, je vous propose d'aller plus loin. Nous allons découvrir un personnage dans un incipit, c'est-à-dire le tout début d'un récit de science-fiction. C'est une enfant qui vit en conflit avec son environnement. Ça va nous permettre d'expliquer la différence entre utopie, dystopie, utopie et protopie. Nous allons aussi regarder de plus près comment ce personnage est présenté au début du récit, à travers ses besoins, ses faiblesses physiques, psychologiques et morales. On parlera aussi bien évidemment de sa ligne de désir. J'ai déjà eu l'opportunité de vous dire à quel point c'était important pour faire agir le personnage. Je parlerai aussi de l'introduction de l'univers, puisque les deux, présentation du personnage d'un côté et introduction de l'univers de l'autre, vont se faire de manière concomitante dans ce début de récit. Alors comment est-ce qu'on fait ça ? On aborde tous ces sujets après la fiction sonore que je vous invite à écouter maintenant. À tout à l'heure. C'est le moment de la fiction sonore. Bonne écoute. La guerre des jardins. Tome 1. Iansa et les pirates. Chapitre 1. Iansa. Premier jour de Solasta. Iansa scrute l'instit. Un vieux modèle, un humanoïde avec des articulations complexes, une peau métallique et des yeux hyalins. Qu'est-ce qu'il est moche. Pourquoi Ada, son robot de maison, n'est pas aussi laide ? Selon la mère de Iansa, qui sait tout, Ada est aussi vieille que l'instit. Iansa fronce les sourcils et pince sa bouche grande et filiforme, tout à sa réflexion. Puis elle sursaute. Des vidéos de la grande catastrophe crépitent sur le mur arrondi de l'école Bulle. Encore. Des chiffres cordels comme s'ils voulaient s'extirper de l'écran pour étrangler les enfants. Iansa ne les comprend pas. Elle a peur, elle a honte, elle sait bien que c'est important. Elle repousse la mèche bleue qui se tortille devant ses grands yeux noirs, bien décidée à se concentrer. Mais les cheveux bleus reprennent immédiatement leur place. Quand Iansa aura 15 ans, elle sera augmentée et on coupera sa mèche de cheveux bleus. Les gens sont bizarres quand ils n'ont plus leurs cheveux bleus. Iansa n'arrive plus à se concentrer. Un ennui poisseux tisse sa toile de table en table. Les enfants bâillent, soupirent, s'agitent en silence, le regard perpétuellement inquiet. La température est infernale. Imperturbable, l'instit hache les mêmes mots incompréhensibles, sans lassitude, sans émoi, les mêmes depuis le début de l'année. La période de grande catastrophe du XXIe siècle a duré 26 ans. La montée des océans a transformé le monde, morcelé les continents en îles. Les famines, les pandémies, les guerres se sont succédées. La formation de la Horde du Silence, un groupe terroriste sans affiliation religieuse, a déclenché une vague de terreur dans tout le continent. Au milieu du chaos, alors que les gouvernements du monde entier étaient en éperdition, un mouvement politique, néo-gaïen, a germé. Les néo-gaïens ont d'abord prôné un retour à la terre et une vie de sacrifice. Leur bras armé est responsable de plusieurs actes de rébellion, qualifiés par les gouvernements d'alors d'écoterrorisme. Iansa aurait pu réciter le texte par cœur, mais sans comprendre quel intérêt. Les adultes et les robots ressassent toujours le passé. S'évader. Elle détourne la tête vers la fenêtre ovale. Mais la possibilité de rêvasser devant l'océan métallique s'évapore. La fenêtre est en mode opaque. Ça grogne. L'instit s'éteint. Iansa sent un espoir frémir. Mais la machine se rallume dans un ronflement neurasthénique, accompagné du soupir déçu des enfants. Après le démantèlement de leurs bras armés, les néo-gaïens ont pris le pouvoir et créé Elysia, la cité-état jardin, sise sur l'océan, toute proche du grand aquifère de Guarani.
Les gouvernements successifs de Elysia ont gagné les guerres du cyberespace, régulé la mobilité dans le nouveau monde unifié, mis fin à la conquête spatiale et sanctuarisé de nombreux îles et jardins. L'éclosion bénéfique de Elysia, c'est la réconciliation de l'humain, de la technologie et de la nature dans un monde dévasté par la météo extrême. Vous êtes les enfants de cette belle cité-État qui nourrit plusieurs États souverains, grâce à ses jardins ressources, augmentés d'une intelligence artificielle développée par nos jardiniers-chercheurs. Dans 18 mois auront lieu les Jeux d'Éleusis, organisés par Mada la ministre. Sans nul doute que nos cerveaux gaiapoliens remporteront encore tous les prix, assurant ainsi la pérennité de notre hégémonie bénévolente. Yensa sourit. Elle pense à son oncle. Le jour où il était venu dans sa domobule lui montrer le prix qu'il avait gagné au jeu. Une chaîne dorée tendue à bout de bras par un personnage androgyne, avec une tête et des mains disproportionnées. Qu'il était bizarre ce trophée. Son oncle avait l'air tellement heureux. Il l'avait placé sur l'îlot de la cuisine en riant. Yensa s'était blottie contre son oncle. Il avait caressé ses cheveux en disant « Je crois que je suis content de moi, ce n'est pas si souvent. » Une tristesse avait embué ses yeux noirs. Il avait récupéré son trésor, salué Ada, serré Yensa dans ses bras. « Passe le bonjour à ta mère, mais c'est à toi que je voulais montrer mon trophée. » Un cliquetis de métal pique la bulle rêveuse de Yensa. L'instit se déplace au milieu de l'allée. La Compagnie des Rêves, dirigée par le célèbre codeur pourpre, est en charge des jardins ressources depuis 2080, date fatidique. Yensa s'agite. Si seulement ce codeur pourpre ne vivait pas dans la domobule voisine, oui, s'il pouvait déménager. Elle donne un coup de poing sur la table. Qu'est-ce qu'elle a fait? Les enfants se retournent vers elle, les yeux agrandis par l'espoir, la bouche ouverte, prête à supplier. Yensa sait bien ce qui les attend, mais se contente de feindre une attention studieuse alors que l'instit se rapproche de s'arranger. En 2080, un groupe de chercheurs d'une technologie interdite depuis et dont on a choisi d'oublier jusqu'à son nom, ont fui les jeux pour devenir des pirates. Ils se sont organisés pour pirater nos cybersystèmes et tenter de piller nos jardins ressources. La Compagnie des Rêves développe l'intelligence artificielle de ces jardins. Elle est mieux équipée en robotique que le gouvernement. Il a donc été décidé qu'elle gérerait les jardins ressources. Yensa n'écoutait pas. Maintenant, elle n'entend plus. Courir loin d'ici. Tire la langue à certains de ses camarades qui continuent de l'observer avec l'espoir qu'elle va provoquer quelque chose. Les sortir de leur ennui. De cette litanie que répète l'instit depuis 10 mois et à laquelle ils ne comprennent rien. Accélérer ce dernier jour d'école. Dire quelque chose d'insensé, renverser sa chaise avant de quitter la classe sans permission, poursuivi par le vieil instit. Comme la dernière fois, et la fois d'avant. Yensa crispe les poings dans sa salopette trop grande. Il vaut mieux les laisser là. Elle a déjà failli se faire prendre tout à l'heure. Ça suffit les punitions, avait dit son père. Elle balance ses pieds dans le vide et décide de se concentrer sur ce mouvement pour éviter d'exploser. L'air caresse ses pieds nus, comme celui qui fait bruire les feuilles du verger de sa mère. Un élastique claque dans la poitrine de Yensa. Ses pieds sont nus. Elle a encore oublié de mettre ses traceuses. Il ne faut pas que cela se voie. Elle va attendre la fin de la journée, courir chez elle, et elle mettra ses traceuses, et voilà. Psst. Yensa ignore Pete qui s'est retourné vers elle. « Tu veux pas renverser quelque chose ?» Yensa, sourcils froncés, fait non de la tête. Pete ne devrait pas la tenter, c'est son ami d'habitude. L'instit est parvenu à la hauteur de Yensa. Elle replie ses petits pieds sous la chaise. L'instit dégage une odeur acide de métal chaud. Avec notre cybersécurité, notre agriculture augmentée et notre excellence en robotique, la réalité développée par la Compagnie des Rêves, combinée à la maîtrise du gouvernement de toutes les chaînes, feront de Elysia, une fois encore, le grand vainqueur des prochains jeux. L'instit s'interrompt. Yensa n'ose plus respirer. Le couperet tombe. Vous n'avez pas mis vos traceuses. Ne bougez pas. Je cherche les données. Les enfants murmurent. Yensa se sent seule au monde. Enfin, la sonnerie, un cuicui métallique retentit. La grappe d'enfants s'engouffre dans la porte de l'école bulle. Attendez. L'instit commence une phrase mais s'éteint. Il redémarre.
Yansa en profite pour se glisser entre les enfants, les sourcils froncés et les poings serrés. Elle est plus petite et malingre. Ses grands yeux noirs cherchent la sortie. Elle parvient enfin devant la porte, et enfin elle est dehors. Il fait encore plus chaud que dans la salle. L'air distille une odeur âcre. Elle sent une main métallique sur son épaule. L'odeur acide la saisit. Attendez. Les enfants se figent. Est-ce que l'instinct devine ce qu'elle a dans la tête, la peur, la haine, à quel point elle a envie de la détruire? Elle inspire, comme sa maman le lui a appris quand la colère devient écrasante. Elle pense très fort à Ada, son robot de maison, pour ne pas penser à ce robot-ci. Ne bougez pas. Les 2 caméras nichées dans les yeux de la machine examinent Yansa, à la recherche de données. Si Yansa pouvait courir maintenant, elle se réfugierait dans le verger de sa maman, là où les plantes consolent l'air vicié. Elle n'ose pas remuer un cil, retient ses larmes. L'instit, après une année scolaire, oublie encore qui est Yansa. Les minutes bâillent. Les enfants sont fondus dans l'entrée de l'école. Derrière eux, l'air ondule. On entend les mouvements fatigués de l'océan. Les enfants attendent la suite. La punition. Yansa le sait. Paul brûle ses pieds. Elle a soif. L'instit cherche toujours. Courir loin d'ici. Yansa sort les poings des poches de sa salopette. Elle n'a pas le droit de fuir et elle ne peut pas rester. Elle saute d'un pied sur l'autre, danse et crie. Les enfants imitent Yansa et ricanent. L'instit resserre son étau. Il émet un bip, lâche l'épaule de Yansa. Yansa. Fille du jardinier ressourceur numéro 1 du gouvernement et de la jardinière chercheuse de la Compagnie des Rêves. Yansa? Yansa? Voici le moment que les enfants préfèrent. Yansa contre l'instit. Un combat inégal mais cathartique pour ceux qui n'ont pas à le mener. Elle seule est capable de l'affronter, ils le savent. Quoi, instit? Tu es encore venue à l'école sans tes traceuses. Je ne les aime pas, elles disent tout le temps où je suis. Lorsque tu auras 15 ans et que tu seras augmenté, tu n'en auras plus besoin. Mais tu n'as que 7 ans et dis-moi donc tu dois mettre tes traceuses. Et je t'ai déjà averti, ne bouge pas. Je cherche les données. Je t'ai averti 30 fois. Laisse-moi rentrer chez moi. Yansa Jefferson, ta voix est 62% au-dessus d'un volume acceptable et 40% trop rapide. Ne bouge pas, tes mouvements sont imprévisibles. Il est temps de réguler tes émotions avec une punition. Tes parents perdront chacun 50 points de score social. Attends. Les autres vous pouvez partir. Lassés de ce spectacle qu'ils connaissent par cœur, les enfants jettent un dernier coup d'œil à Yansa et s'éparpillent sur le chemin, dans l'air imbibé de chaleur. Pete hésite et les suit. Ils sont enfin libres, eux. Elle est seule avec le robot et son effroyable odeur. La sueur irrite les yeux de Yansa. Le sol torture ses pieds. Qu'elle a soif. Une édibule gorgée de jus de mangue, voilà à quoi elle doit penser. Une belle édibule, orangée, son odeur fraîche. Elle claque sous la langue et libère le suc. Yansa aurait dû ne rien dire, elle aurait dû juste obéir. Elle regrette, elle pense à ses parents. Est-ce qu'elle vient de perdre tout leur score social? Comment allait-il acheter des édibules? 50, c'est immense comme nombre, non? Voilà, j'espère que cette fiction vous a plu. À noter que le texte n'est pas encore final. Et vous l'avez compris, j'ai utilisé des IA génératives pour les voix, hormis celle de la narratrice qui est la mienne. Je ferai un épisode sur les IA génératives que j'utilise pour bâtir ce podcast, pour imaginer des trailers, des teasers qui me permettent de présenter mes textes d'une autre manière qu'en envoyant simplement le texte, et bien d'autres pistes d'utilisation de ces outils qui sont assez extraordinaires. On reviendra là-dessus dans le prochain podcast donc. L'enjeu dans cette scène, c'est de présenter Yansa et l'univers de manière concomitante. Souvent, dans les romans de fantasy en particulier, on quitte le monde ordinaire pour aller dans un monde extraordinaire, et c'est un personnage qui ne connaît rien de ce monde extraordinaire qui nous entraîne. Donc on en sait autant que le personnage qui découvre le monde, et donc nous qui découvrons le monde en même temps que ce personnage.
Dans la science-fiction, on peut rentrer dans l'univers par le régime descriptif. Donc le narrateur ou la narratrice va décrire l'univers. Ici, j'ai choisi de faire un peu un mélange de ce qui se fait très classiquement en fantasy et en science-fiction. J'ai donc pris le point de vue d'une enfant qui ne connaît pas bien cet univers mais qui en fait partie et qui est en opposition avec cet univers pour en même temps la caractériser de manière psychologique. Donc finalement, comme le lecteur, la lectrice, Yansa ne comprend pas grand-chose à cet univers, elle reçoit toutes les informations et c'est très irritant pour elle, donc c'est un risque que je prends vis-à-vis du lecteur et de la lectrice, mais en même temps ça permet de créer de l'empathie avec le personnage principal. Caractériser Yansa, ça veut dire lui donner des caractéristiques physiques, des faiblesses physiques et psychologiques, et une faiblesse morale. C'est aussi lui donner un besoin et une ligne de désir. Ce n'est pas précisé dans le texte parce que je veux que ça émerge de manière naturelle, mais Yansa est une enfant noire et c'est pour ça que le robot a du mal à la reconnaître. Parce que même en 2089, l'IA continue d'être biaisée et d'avoir du mal à reconnaître les personnes à la peau foncée. C'est une enfant malingre qui est plus maigre et plus petite que les autres enfants, ça c'est une première faiblesse. Sa seconde faiblesse, eh bien, c'est que c'est une enfant. Comme tous les autres dans la classe, elle subit plus qu'autre chose le système qui est mis en place. Enfin, Yansa a une faiblesse morale. Donc la différence entre une faiblesse psychologique et une faiblesse morale, c'est que la faiblesse morale va impacter les autres. Le fait que Yansa oublie en permanence de mettre ses chaussures traceuses, qui est plutôt de l'ordre de l'oubli systématique, parce qu'en fait ça exprime son besoin de liberté et d'aller là où elle a envie d'aller, ce comportement-là va avoir des répercussions sur ses parents, puisqu'ils vont perdre chacun 50 points de score social. Donc faiblesse morale qui impacte les autres autour d'elle. Le besoin vital et primordial de Yansa, c'est la liberté. Et en fait, ce roman est un roman de point de vue autour de la tension entre liberté et sécurité. Et donc, pour chaque présentation de personnage, je vais articuler ces thèmes-là de manière plus ou moins visible. Ici, la liberté, ou plutôt le manque de liberté, c'est devoir mettre des chaussures qui indiquent tout le temps là où Yansa est, c'est ne pas pouvoir s'échapper de la classe, c'est ne pas pouvoir même regarder par la fenêtre pour s'évader un petit peu. Simplement, la ligne de désir de Yansa va venir de son besoin. Besoin de liberté, envie de partir de l'école, de s'évader. Je place aussi dans cette première scène, donc vous voyez qu'il y a beaucoup d'éléments autour du personnage, le conflit principal de Yansa, l'adversaire principal, qui est représenté par le robot Instit, mais qui est en fait le système politique de Elysia, la ville dans laquelle elle habite. Et là, on va venir au concept d'utopie, d'utopie, de protopie et de dystopie. Donc c'est quoi la différence entre ces quatre notions? L'utopie, c'est un concept d'un monde imaginaire qui n'existe pas dans la réalité donc. C'est un terme qui a été créé par Thomas More en 1516 et qui décrit un lieu parfait où règne le bonheur et la justice. L'utopie est souvent inatteignable dans sa perfection totale, mais elle sert de modèle inspirant pour imaginer des sociétés meilleures. C'est une vision de ce que pourrait être une société idéale, sans les défauts et les injustices de notre monde actuel. L'utopie, E-U-T-O-P-I-E, est souvent confondue avec l'utopie. En fait, l'utopie désigne un bon lieu, un lieu accessible et réalisable. Contrairement à l'utopie, qui est un idéal inatteignable, l'utopie représente des changements positifs concrets que l'on peut espérer atteindre. Donc l'utopie est une vision optimiste mais pragmatique de l'avenir, où des améliorations significatives sont possibles. Lorsque j'ai construit le monde de Elysia, j'étais entre l'utopie et l'utopie, c'est-à-dire que j'ai fait mes recherches et que toutes les technologies que je présente, pour moi, sont complètement atteignables. On reviendra sur la recherche prospective en science-fiction, même en fantasy, pour voir comment elles peuvent venir construire votre univers.
Pour être plus précise, Elysia, c'est une utopie qui est une écotopie. Donc c'est une utopie qui s'intéresse à l'écologie et aux solutions autour de l'écologie. La dystopie, c'est un élément omniprésent dans la science-fiction, la fantasy. C'est évidemment le contraire de l'utopie. C'est un monde imaginaire où règne l'oppression, la misère, le désespoir. Les dystopies servent souvent d'avertissement sur les dangers potentiels de certaines tendances sociétales, politiques ou technologiques. Les œuvres dystopiques, donc, explorent des univers où les rêves de progrès se sont transformés en cauchemars. Dans ces mondes, les structures de pouvoir sont souvent corrompues et les individus vivent sous une surveillance constante et des régulations oppressives. Elysia, qui est une utopie pour les robots et les adultes, est une dystopie pour Yansa. Et c'est là où ça devient intéressant, de mon point de vue, c'est qu'au lieu d'avoir un livre qui est complètement orienté vers une utopie ou une dystopie, et donc soit une utopie qu'il s'agit de préserver ou une dystopie qu'il s'agit de faire tomber, là, ça dépend du point de vue des personnages. Et chaque personnage va venir amener un point de vue différent sur cette société. Et je vais revenir en fait sur la dynamique du récit en parlant du dernier élément qui est la protopie. La protopie, c'est un terme plus récent qui décrit un état de transition entre la dystopie et l'utopie. Dans une protopie, il y a des éléments des deux. Des problèmes de la dystopie sont résolus, mais de nouveaux défis apparaissent. C'est une vision plus réaliste du progrès humain, où chaque solution amène son lot de nouveaux problèmes à résoudre. Je vous donne un exemple. Notre civilisation carbonée nous a permis de résoudre de nombreux problèmes. Beaucoup de générations ont pu sortir de la pauvreté, on a inventé beaucoup de médicaments grâce à la pétrochimie, on a amélioré l'éducation, l'espérance de vie. Ce faisant, on a créé deux nouveaux problèmes, la perte de biodiversité et puis le dérèglement climatique. La protopie, c'est donc un mélange de dystopie et d'utopie où l'amélioration est constante mais jamais parfaite. La dynamique de l'univers d'Elysia, c'est une utopie qui est en train de basculer en silence vers une dystopie. C'est un peu une protopie à l'envers, dans le sens où il y a des éléments de dystopie qui commencent à intégrer une utopie. Donc je reprends. Dans l'univers de Yansa, on trouve une écotopie, une utopie écologique. Cependant, ce qui est considéré comme une utopie par les adultes et les robots est en réalité une dystopie pour Yansa. Ce contraste permet de dépasser les représentations simplistes, souvent vues dans la science-fiction, où un méchant a une vision dystopique et les gentils proposent une utopie. Ici, l'introduction de Yansa montre que la dystopie des uns peut être l'utopie des autres. Cela ajoute une complexité et une profondeur supplémentaire à l'histoire, montrant que la perception de la réalité peut varier énormément d'une personne à l'autre. En résumé, pour construire cette scène, j'avais plusieurs objectifs. Caractériser le personnage, commencer à montrer à quoi ressemble l'univers d'Elysia, prendre le risque stratégique de mettre un lecteur et une lectrice en plein milieu de l'action en lui donnant beaucoup d'informations sur l'univers pour créer de l'empathie avec le personnage qui ne comprend pas grand-chose non plus. Mettre en contraste l'utopie que décrit le robot avec ce que ressent Yansa. Aborder en filigrane, sans les expliquer pour le moment, le racisme de l'IA qui existe encore dans ce monde, qui n'a toujours pas été réglé. Le fait que le gouvernement choisisse de réutiliser de très vieux robots pour enseigner aux enfants, ce qui donc indique la priorité qu'a l'éducation dans ce gouvernement-là. Donc ça, je le montre en faisant bugger le robot et en faisant la comparaison avec Ada, le robot de maison de Yansa, et on verra dans le deuxième chapitre un robot vraiment 2089 qui sera encore plus contrasté par rapport à l'instit. Il me fallait aussi poser le thème principal de cette trilogie, qui est la tension entre liberté et sécurité. On a différencié utopie, dystopie et protopie. On a commencé à aborder l'importance de la recherche prospective pour imaginer un monde futur.
Et donc avec cette scène, je voulais vous montrer comment un incipit peut présenter l'univers, le personnage, les thèmes centraux pour pouvoir plonger le lecteur dans la réalité que vous avez choisi de construire. Je vous avais dit dans l'épisode 1 qu'il était très important de choisir le point de vue du personnage pour que l'histoire soit la plus intéressante possible. Ici, le point de vue de Hyansa renseigne la dynamique principale de cet univers qui est une utopie en train de basculer dans la dystopie. Et si les robots et les adultes continuent de vivre dans ce qu'ils pensent être une utopie, l'enfant qu'est Hyansa sent bien que ça ne fonctionne plus. En tout cas, ça ne fonctionne pas pour elle. Voilà, on a encore abordé beaucoup d'éléments aujourd'hui. On reviendra sur tous ces éléments-là avec d'autres exemples de textes. Donc n'hésitez pas à écouter, réécouter le podcast et on ira de plus en plus en profondeur sur tous ces aspects-là. Et à un moment, je vous présenterai aussi une méthode pour faire ça de manière plus organisée. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager le podcast si vous pensez que ça peut intéresser d'autres personnes. Merci beaucoup pour votre écoute et à très bientôt.